Donc aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Patrick Villiers, qui nous a fait l'amitié d'accepter cette conférence, de donner cette conférence. Alors je vais lire, parce que le CV est un peu long, donc il faut que je m'appuie sur un texte. Alors, Patrick Villiers est orléanais, il est historien, spécialiste de l'histoire maritime à l'époque moderne. Il est professeur émérite d'histoire moderne et contemporaine à l'Université du Littoral Côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer, et il est également directeur honoraire du Centre de recherche d'histoire atlantique et littorale à Boulogne-sur-Mer également. Il est membre du groupement d'intérêt scientifique d'histoire et sciences de la mer, et il a particulièrement étudié l'action navale de la France de l'Ancien Régime dans ses aspects économiques et militaires, en s'intéressant notamment à l'économie portuaire, aux navires, aux convois, au commerce colonial et à la guerre en course. Aujourd'hui, Patrick, vous allez particulièrement nous parler de la Loire, de Louis XIV à la Révolution et de son lien avec le sucre. Merci. Merci, Monsieur le Président. Si vous voyez le micro, vous me le dites. Donc, Orléans-le-Sucre, la navigation sur la Loire. Alors, un certain nombre de gens me connaissent parce que j'ai été pendant 20 ans prof au lycée Potier, prof d'économie, et puis ayant écrit 2 thèses, une thèse de 3e cycle et puis ensuite une thèse d'État sur marine, corsaire, trafic et navires de guerre dans l'Atlantique de Louis XIV à Louis XVI. En fait, depuis maintenant 50 ans, le temps passe, je propose une relecture de à quoi sert la marine. Je pense à nos impôts, parce que la question, je la pose pour les gens du XVIIe, XVIIIe siècle, mais c'est la même pour nous aujourd'hui. Donc, à quoi sert une marine? Surtout pour un pays qui, même s'il a plus de frontières maritimes que l'Angleterre, on a quand même tendance à le considérer comme un pays continental. Donc, à quoi sert une marine pour un pays continental? Et quand on est au temps de Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, c'est aussi le temps où la France s'est constituée un premier empire colonial. Et dans ce premier empire colonial, il y avait les Antilles, et les Antilles étaient productrices de sucre. Et je ne sais pas si c'est le hasard, c'est une question que vous pourrez me reposer tout à l'heure, mais enfin disons que le sucre prend son essor aux Antilles dans les années 1680. Il prend aussi son essor à Orléans, et Orléans est véritablement la capitale du sucre en France de 1680 à 1794. Orléans tentera d'être à nouveau capitale du sucre après 1915, mais les lois fiscales changeront, et pour un certain nombre de raisons, les raffineries de sucre s'implanteront sur le littoral, ce qu'elles n'ont pas fait au XVIIe, XVIIIe siècle. Bon, autrement dit, c'est ce que je vais vous expliquer. Et puis, est apparu ensuite le sucre de betterave. Et quand le sucre de betterave a son prix de revient qui devient inférieur à celui du sucre de canne, c'est-à-dire en 1848, eh bien, on abolit l'esclavage et on abolit, dans les faits, la production de sucre aux Antilles. Et donc, le sucre aux Antilles décline très très fortement et n'est plus fondamentalement utilisé que pour faire du rhum, alors qu'au contraire, le sucre de betterave devient le sucre consommé en France et exporté. Donc, Orléans-le-Sucre et la navigation. Alors, donc il se trouve qu'il y a plusieurs années, j'ai écrit une histoire de la marine de Loire. En fait, il y a beaucoup d'ouvrages sur la Loire, mais la plupart du temps, c'est la Loire est quelque chose. C'est la Loire et Nantes, la Loire et Tours, la Loire et Orléans, la Loire et... Moi, j'ai décidé de regarder la Loire sous un autre angle, celui de ses bateaux et de ses trafics. Alors, effectivement, c'est le problème de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est le trafic qui fait le bateau ou est-ce que c'est le bateau qui fait le trafic? Toujours est-il que, c'est ce que je vais vous montrer, fondamentalement, la Loire, c'est 2 trafics. Et quand on est au temps de Louis XIV, eh bien, le trafic le plus important, c'est le trafic qui descend la Loire à la louche de Saint-Étienne à Orléans. Il y a bien effectivement un trafic à la remonte de Nantes
à Orléans, mais il n'est pas le plus important. Et au contraire, avec l'arrivée du sucre et des denrées coloniales, c'est le trafic entre Nantes et Orléans qui va s'imposer et qui, soyons clairs, va faire la richesse d'Orléans. Je vais vous montrer un certain nombre de maisons orléanaises qui ont été construites avec les profits du sucre. Alors, c'est un magnifique tableau que malheureusement on ne peut pas voir parce qu'il est dans une collection privée. C'est un tableau qui a été peint vers 1690, donc qui est d'un certain Jean-Baptiste Martin, qu'on appelle aussi Martin des Batailles. Et c'est une des rares revues d'Orléans qu'on a donc du temps de Louis XIV et en couleur. Et vous voyez bien qu'on est du côté de Saint-Jean-le-Blanc. Et donc on regarde Orléans derrière. Et au moment où ce tableau est peint, quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle La Fontaine, qui est venu à Orléans, et qu'est-ce qu'il nous dit en étant à Orléans? De chaque côté du pont, on voit continuellement des barques qui vont à voile, les uns remontent, les autres descendent, les voiles de ceux-ci sont fort amples, enfin là en l'occurrence, on verra tout à l'heure, les voiles du bateau sont baissées, cela leur donne une majesté de navire, et je m'imaginais voir le port de Constantinople en petit. Or, quand vous avez le port de Constantinople en petit et que vous avez ce tableau, vous vous dites, est-ce que le camarade La Fontaine fonctionnait au pastis ou à des... Enfin, on n'avait pas encore ces produits énergisants qui dégagent une certaine odeur dans les cours des écoles. Bon, vous m'avez compris. Non, donc, non, il a parfaitement raison. En fait, il y avait un gros trafic sur la Loire, mais que le peintre n'a pas montré, tout simplement parce que il suffisait que la Loire soit en basse eau, et donc c'est là effectivement, vous le savez tous, pour qu'on navigue sur la Loire il faut de l'eau, et le grand problème de la Loire c'est qu'évidemment, pendant un certain nombre de jours, elle n'est pas navigable, et donc selon les jours où on est, elle l'est ou pas. Bon, mais ça serait une autre conférence qu'on pourrait faire. Les tableaux du 19e siècle qui nous montrent la Loire ne nous montrent jamais le Duy. Tout simplement parce qu'entre 1850 et nos jours, le lit de la Loire à Orléans a baissé d'à peu près 1,20 m, 1,30 m par l'érosion de la Loire. Donc il faut imaginer le Duy 1,20 m en dessous. Et à partir de ce moment-là, effectivement, dès qu'il y a un petit peu d'eau, la Loire est large, ça ne veut pas dire navigable. Mais les peintres, donc justement, peignaient une Loire où le Duy ne se voyait pas. Et en plus, le Duy était entretenu, donc on n'avait pas les arbres qu'on a aujourd'hui. Alors, au passage, d'ailleurs, j'attends la prochaine catastrophe, j'attends qu'on ait une bonne crue, parce qu'on en aura une, il n'y a aucun problème, et tous les arbres qu'on voit sur la Loire et qui ne sont pas entretenus seront arrachés, ils arriveront sur la pile d'un pont, et donc avec nos impôts locaux, on reconstruira le pont. Parce qu'imaginez les arbres en travers quand ils seront à Beaugency, ça sera mignon. Hein, on a déjà eu... Donc, enfin, c'est nous qui payons. Hein. On a eu le pont de Jargeau, on a eu le pont de Tours, enfin, etc. C'est nous qu'on perd. Bon. Ça ne sera pas faute qu'on ne l'ait pas dit, mais après, il faut être écouté. Donc, je fais exprès de vous montrer un tableau qui ne parle pas de notre sujet, puisqu'on est en 1850. Et donc, vous voyez, entre 1780 et 1850, on a eu un certain nombre de plans de développement des canaux, et justement, les fleuves se sont reliés, mais, vous le savez tous, on n'a jamais eu une vraie liaison entre le Rhône et la Loire. Et en fait, au contraire, les liaisons qu'on a eues ont eu pour fonction de plutôt lier les fleuves à la Seine, et c'est la grande cause du déclin de la Loire au XIXe siècle. Mais nous sommes au XVIIIe siècle, où cet ensemble n'existe pas, et il faut donc bien le savoir, de Louis XIV à Louis XVI, la Loire est le premier fleuve de France. On parle de trafic. Et sans la moindre contestation possible. Alors, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué successivement, il y a deux trafics que nous allons voir. Le trafic de la descente, dont je vais parler en premier, mais après on n'en parlera plus, pour étudier le trafic de la remonte, où là, on aura justement le rôle essentiel du sucre. Donc,
Un des grands bouleversements de la Loire, juste avant Louis XIV ou au temps de Louis XIV, c'est la construction du canal de Briare. Donc le canal de Briare relie la Haute-Loire par Montargis, par le Loing, à la Seine. Et donc, notamment, toute une série de trafics vont donc non pas aller vers la Loire, mais vont bien descendre la Loire, mais ne vont pas descendre vers Orléans-Nantes, mais aller vers Paris. Et donc, dans ces trafics, il y aura le bois, il y aura effectivement tous les vins de Bourgogne, vous y pensez, mais aussi une partie du trafic de la Méditerranée qui intéresse beaucoup les villes, c'est-à-dire, pour simplifier, les produits méditerranéens. Et au cœur des produits méditerranéens, il y avait l'huile d'olive. Mais il y en avait d'autres, enfin, il y avait ces grands produits. Bon. Donc, la construction du canal de Briare va, entre guillemets, doper la descente de la Loire. Ce qui fait qu'on va aussi améliorer la navigabilité de la Loire, et on va aussi découvrir, donc pour simplifier, à Saint-Étienne, enfin c'est autour de Saint-Étienne, des gisements de charbon, et ces gisements de charbon vont descendre surtout la Loire, et ces gisements de charbon vont être un des moteurs du sucre. On en reparlera après. Au XVIIe, XVIIIe siècle, on n'utilise pas le mot armateur. On dit le mot négociant. On dit aussi, notamment quand on est à Orléans, et quand on regarde les archives, on dit aussi épicier. Voilà un épicier d'Orléans. Vous avez donc compris que c'est un grand épicier. Hein. Donc c'est un grand négociant. Et si je vous le montre, vous voyez la richesse des vêtements qu'ils portent, hein, eh bien, ils font du grand commerce. Ce sont eux qui sont les grands maîtres de la navigation à la descente ou à la remontée par les ordres qu'ils passent, par les commandes qu'ils passent. Alors pourquoi est-ce que ce sont les maîtres? Eh bien parce qu'il faut bien vous dire qu'on a Paris qui fait 500 000 habitants, on a Nantes qui fait 80 000 habitants, mais Orléans fait 40 000. Donc Orléans avec 40 000 habitants est la 12e, 13e ville de France. Alors vous rajoutez Blois, vous rajoutez Tours, vous rajoutez Angers, etc. La Loire, c'est aussi la Loire des rois au sens large du terme. Hein. Donc c'est aussi une Loire riche, avec des gens riches. Donc la Loire est un lieu de consommation. Hein. Et ces épiciers ne s'y trompent pas, puisqu'ils vont faire venir les produits de Méditerranée qu'ils vont revendre à la riche bourgeoisie ou à la noblesse. Et ils ont des accords, ils sont liés aussi avec les marchands parisiens. Donc, il ne faut pas les isoler. Il faut bien se dire qu'on est dans un trafic capitalistique. Hein, et donc, c'est du grand commerce. On en reparlera, mais lui et les autres ont des parts dans des bateaux de Saint-Malo, ils ont des parts dans des bateaux de Cadix, ils achètent ou ils vendent des soieries. Donc il faut bien vous dire que c'est du grand commerce, c'est du très très haut de gamme. Hein. C'est le LVMH de l'époque, si vous voulez. Hein. On ne bricole pas dans les sabots ici. Hein. Donc, alors, on est donc, lui il est né en 1678, on vient de voir les travaux sur la Loire qui commencent, donc qui bonifient cette Loire, etc. Et, juste pour vous le dire, arrive en 1653 un personnage qui est essentiel dans notre récit, qui s'appelle Van de Berg. Eh bien, ce Van de Berg, qui est à l'origine de la première raffinerie de sucre d'Orléans et du développement du sucre à Orléans, il va épouser, j'ai oublié son nom, mais la fille du deuxième ou troisième épicier d'Orléans. Ah, donc oui, c'est ça, voilà, vous l'avez dit, vous avez raison. Donc, voilà, quand Van de Berg arrive, eh bien, il épouse la plus haute bourgeoisie, et nous, justement, on reparlera tout à l'heure de Van de Berg. Le trafic à la descente, parce qu'il se poursuit, etc., en fait, il se fait avec un bateau essentiel qui porte différents noms, Sapine, Salambarde, etc. Mais le nom essentiel à retenir, c'est Sapine. Pourquoi? Parce qu'il est construit en pin ou en sapin. Donc, on construit les chantiers de construction, la production de bois, c'est l'Allier et la Haute-Loire. Alors, ces bateaux, on les charge, mais on les charge qu'une fois. Hein. La Sapine est un bateau qui ne descend qu'une seule fois et qui ne remonte pas. Alors après, il y a toute une série
de gens, alors on va les appeler des ânes, hein, je pèse mes mots, qui nous disent les sapines étaient déchirées à l'arrivée, puisque les bateaux descendaient, hein, et donc ils ne remontaient pas, donc on les déchirait. Alors vous imaginez bien qu'une sapine qui fait en longueur des morceaux de planche qui font entre 18 et 20 mètres de long, qui font 3 cm, entre 2 et 3 cm d'épaisseur et entre 25 et 30 cm de large, donc ce sont des bois qui sont pratiquement parfaits, on va les déchirer, c'est-à-dire les mettre dans le feu. Bah, eh bien non. Eh bien non, et par contre ces sapines, vous pouvez les retrouver. Et par exemple, j'en ai retrouvé des morceaux chez Madame Sénotier, qui avait coécrit le livre avec moi, parce qu'elle était descendante d'un capitaine d'inexplosible. Eh bien, quand elle a rénové sa maison et qu'elle a rénové son plafond, elle a découvert que, donc, vous savez ou non comment on fait du plâtre, hein. Donc on a une surface, on met des lattes, puis on met du plâtre. Donc elle arrache les lattes, elle arrache le plâtre pour tout refaire, elle découvre des planches de bois, et il fallait démonter les planches de bois, on les retire, et on voit que ces planches de bois avaient, de manière régulière, des deux côtés, des trous. Bon, c'était des trous de cheville, car la sapine est en chevillage bois, et non pas avec des clous comme les dracars ou des vikings. Ce qui fait qu'on faisait sauter les chevilles, et hop, votre planche, elle était prête pour faire quoi? Ben, évidemment, des meubles, enfin tout, la rareté du bois. Le bois est rare au XVIIe, XVIIIe siècle, donc ne pensez absolument pas qu'on le met dans la cheminée, hein. On se chauffe avec des fagots, hein. Le bois, autrement, il est très rare, et les sapines étaient donc utilisées pour tout ce dont on pouvait avoir besoin comme bois, et notamment donc pour faire des plafonds et des planchers. Donc, ce trafic est énorme et il ne cesse d'augmenter. Alors, ce n'est pas notre sujet, parce que j'ai aussi écrit sur les crues, mais un des grands thèmes a été est-ce que la construction des sapines et la déforestation est à l'origine des grandes crues du XIXe siècle? Ça, ce n'est pas notre sujet, mais on l'a souvent évoqué. Un des autres trafics de la Loire, et qui est partiellement lié au commerce colonial, mais surtout à la marine de guerre, c'est les bateaux ont besoin d'encre pour s'amarrer. Et les ancres en France, elles sont construites à Cosne-sur-Loire, et elles descendent la Loire, bon, car tout navire a besoin de entre 3 et 5 ancres, et quand c'est un navire d'équerre, il en faut encore plus. Et donc, le grand lieu où on produisait les ancres en France à partir de Louis XIV, qui a duré jusqu'au XIXe siècle, c'est Cosne-sur-Loire, et là vous avez une planche de l'encyclopédie qui vous montre la construction de ces planches. Donc, le Nivernais était aussi riche de fer de toutes sortes, de clous et compagnie. Donc, on peut parler d'une Loire métallurgique qui descend la Loire et qui va aller vers les arsenaux de Lorient, de Brest ou de Rochefort. Donc, vous avez un gros trafic là-dessus. Et puis, on le note, et ça va durer jusqu'aux années 1850. Et là, c'est une gravure très connue, mais de 1830, qui nous montre un train de bois passant le pont Royal. Donc vous pensez toujours au train de bois du Canada, ben non, il y en avait sur la Loire. Bon. Alors, la marine du roi et la marine de commerce manquent de mâture, et effectivement, on a un certain nombre de mâts du Nivernais qui descendent, et là, c'est des mâts qui font une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de mètres de long. Donc là, on les connaît bien, on sait qu'ils descendent, mais là, ils ne descendent pas du tout sous cette forme-là. Et donc, il y a effectivement du bois qui descend la Loire. Et puis il y a effectivement des vins, notamment donc, les vins du Cher ou de Bourgogne, qui empruntent le canal de Briard pour aller à Paris. Donc, ici, c'est un détail d'un plan d'Orléans des années 1580, qui nous montre le port d'Orléans. Ah, le port d'Orléans, donc en bas, grosso modo, vous voyez, on est grosso modo à la Tourneuve, quoi. Hein. Et c'est pas très bien représenté, mais il faut le savoir, au XVIIe siècle, la Loire est toujours entourée de remparts. Hein. Donc, le port, c'est des remparts à la Loire. Les quais empierrés que vous connaissez d'aujourd'hui, c'est une création des années 1840 à 1880. On est, le quai normal de Loire, c'est du sable, plus ou moins retenu par un système de pilotis, etc. Mais bon,
au milieu du XVIIIe siècle, on mettra des petites grues. Mais autrement, fondamentalement, c'est ça. Et vous voyez donc, sur ce dessin, des sapines. Alors, elles sont reconnaissables parce qu'elles n'ont pas de mâture. Et puis, on a les bateaux à voile, qui sont en fait les bateaux qui remontent. Et puis, on a aussi une autre sorte de bateau, celui qui est au milieu, etc. C'est les bateaux qui traversent, qui font des petites distances. C'est pour ça que généralement, on a 3 grands noms de bateaux, pour simplifier à l'extrême. Hein. On va donc dire, on va avoir les salambardes ou les sapines, on va avoir les petits bateaux du milieu, là, qu'on appelle généralement des futraux pour simplifier, et puis les bateaux qui remontent, on appelle ça donc des chénières, ou on appelle ça des gabarres de Loire. Bon. Puis après, on a des types intermédiaires, mais grosso modo, voilà ce qu'on a pour simplifier à l'extrême. Oui, suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, le grand homme du commerce et du commerce colonial, vous le connaissez tous, c'est Colbert. Mais Colbert savait qu'il ne connaissait rien à la mer, et il s'est fait dessiner ce que nous, dans notre jargon d'historien, on appelle les albums de Colbert. Et donc, il s'est fait dessiner trois grands albums. Un album pour la construction d'une galère, un album pour la construction d'un navire de guerre. On part de la quille jusqu'à la fin, et donc sur chacune des planches, on lui mettait tous les noms. Ce qui fait que quand il correspondait avec l'intendant lui disait « On est en train de poser l'arcasse ». Ah, il regardait le bouquin, ah, l'arcasse, c'est ce morceau-là. On est en train de mettre les couples de levée, ah, on a un tel truc, etc. Et puis, dernier point, il s'est fait faire un album des dessins des navires de commerce. Alors, le problème, c'est qu'il n'en a fait qu'un seul, qui allait de Brest à Bayonne. Et dans les dessins de Brest à Bayonne, ben, vous avez Nantes. Et au port de Nantes, il nous dit qu'on a des gabarres qui naviguent de Nantes à Saint-Nazaire. Et donc voilà un exemple de gabarre qui faisait donc la remontée Saint-Nazaire-le-Nantes, mais qui en réalité remontait jusqu'à Orléans. Alors sur ce dessin, qui est un dessin de 1665, hein, donc c'est un dessin authentique, c'est pas... bon, vous voyez une caractéristique, vous voyez qu'il y a des traînées le long de la coque, hein, ça veut dire que la coque est composée de planches de bois qui se recouvrent. Alors on appelle ça une construction à clin. Le clin, c'est L-I-N-S. Et la construction à clin, c'est la construction des Vikings. Mais avant les Vikings, on a eu les Romains. Hein. Les Romains sont venus jusqu'à Orléans, comme vous le savez tous. Bon. Et là, c'était une construction à franc-bord. Alors la construction à franc-bord, ça veut dire que les deux morceaux de bois sont parallèles les uns des autres, et puis ils sont tenus par des coupes. Alors il y a dire quelle est la différence? Eh bien, le problème du bateau à franc-bord, c'est que c'est un bateau qui est rigide. Et quand il va taper dans la bande sable, ça passe ou ça casse. Alors que dans la construction à clin, et je vous ai expliqué que, on le voit bien, il y a tous les petits trous ici qui nous montrent les chevilles, etc. Le bateau à clin, il est, entre guillemets, déformable. C'est-à-dire qu'il va un petit peu bouger, etc. Et alors, cette construction à clin, elle a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle. On a encore, puisque j'ai été professeur à Boulogne-Calais-Dunkerque, eh bien, on a encore dans les Flandres aujourd'hui des bateaux de pêche qu'on construit à clin pour arriver sur la plage plein pot. Donc, comme il n'y a pas de port, eh bien, on fonce sur la plage, sur la vague, puis le bateau rentre dans la vague, et puis après, tout le monde le tire pour le mettre là. Donc, on fait des bateaux qui foncent dans la vague, et ces bateaux qui foncent dans la vague, c'est les bateaux vikings, c'est les bateaux de dracard. Bon, on en trouve encore aujourd'hui en Hollande ou en Belgique, et c'est un type de construction qui est tout à fait valable. Et en fait, comme il est valable, ça a duré 1000 ans. Pourquoi remettre en cause un truc qui marche? Et autre chose, justement, c'est là la grande différence, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le bateau viking. Si vous allez, il y a en ce moment eu pas mal d'émissions sur les bateaux vikings, et puis vous les retrouvez autrement sur Internet avec YouTube. Les bateaux vikings sont chevillés fer. C'est-à-dire que les morceaux de bois, bon, donc ils ne sont pas prévus pour être démontés. Ils sont prévus pour durer d'une autre manière. Bon, ils sont là pour faire la guerre, donc on veut que ça tienne. Et un bateau de viking, il est là pour durer 10 ans, donc on ne se pose pas de questions.
Tandis que notre bateau, il est déformable, et puis éventuellement on peut récupérer des morceaux. Mais la gabarre de Loire, elle est plutôt construite en chêne. Donc c'est quand même beaucoup plus dur, beaucoup plus résistant, mais c'est quand même malgré tout chevillé bois. Donc la grande originalité du bateau de Loire à la montée et à la descente, c'est son chevillage bois. Et donc, on parle de chantier naval et de construction. Donc cette fois-ci, les bateaux qui remontent la Loire, je dis qu'on les appelle des chénières ou des gabarres, etc. Donc dans le mot chénière, on trouve bien le mot chêne. Hein, et le bateau de la gabarre de Loire, il dure à peu près une dizaine d'années. Donc, d'où vient le bois et où est-elle construite? Alors, un certain nombre de chénières sont construites en Haute-Loire, mais quand on se trouve avec la possibilité d'avoir une forêt qui est du chêne et la possibilité de construire, on a des chantiers navals. On en a relativement peu, parce que c'est surtout en Haute-Loire qu'on s'est construit, mais là, on a un chantier naval à Blois. Hein, c'est un dessin de Blarenberg de 1780 qui nous montre donc un chantier naval. On voit bien la construction d'une chénière avec les couples, etc. Bon, on en a aussi le long du Cher, on en a aussi un peu à Tours. Bon. Mais, enfin, donc on a des chantiers navals, mais relativement peu. Ceux qui connaissent l'histoire de la forêt d'Orléans savent que la forêt d'Orléans n'est pas renommée à l'époque pour sa grande production de chêne. La forêt d'Orléans, par exemple, n'a jamais fourni de chêne pour la marine de guerre. En revanche, la forêt d'Orléans utilisait des chênes de taille moins grande qui servaient beaucoup à la construction des granges pour la dîme. Vous savez que l'impôt de la religion à l'époque, c'était le dixième, hein, donc le grain, et ce grain, il fallait le stocker, donc il y avait des granges partout. Vous en avez en ce moment, concernant Sologne, d'ailleurs. Et donc ces granges, il fallait bien qu'elles existent, et ces granges, il leur fallait du bois, etc. Et donc elles utilisaient massivement le bois, et puis aussi les belles demeures, ou des châteaux, ou de la bourgeoisie d'Orléans, etc. Quand vous vous promenez dans Orléans, où on a encore, comme moi par exemple, une maison en poutre, les solives sont en chêne. C'est du 15 sur 15. C'est pas du 40-40, hein, c'est du 15 sur 15. Donc c'est des chênes qui font à peine 80 ans ou 90 ans. Ils n'ont pas des chênes de 150 ou 200 ans. Donc voilà, la forêt d'Orléans n'est pas une grande fourniture, une fourniture de chêne. Voilà ce qu'il faut savoir. Voilà une autre vue, mais ça c'est un très beau dessin d'un livre sur la construction des sapines en Haute-Loire. Et juste pour vous donner quelques chiffres et quelques dimensions, bon, on estime que 250 000 sapines ont été construites en 150 ans, donc grosso modo, donc vous voyez, entre 1700 et 1850. Et un sapin, pour être la taille utilisable, etc., il faut qu'il mette entre 30 et 35 ans. Donc, vous voyez les forêts qu'on a coupées pour faire naviguer en Loire. Et comme je vous l'ai dit, c'est un trafic uniquement de descente. La sapine n'est pas très éloignée comme dimension de la gabarre, donc c'est des bateaux qui font une vingtaine de mètres de long et selon les cas entre 3 et 4 mètres de largeur. Et donc voilà, dans l'encyclopédie, donc la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert, eh bien l'article gabarre, on vous dit tout en bois chénière, vous voyez, et puis on vous dit aussi que la forme, oui, on vous dit qu'elle pourrait même être en sapinière, donc vous voyez bien que la forme d'une chénière et d'une sapine n'est pas obligatoirement très éloignée. Simplement, la chénière est construite de manière beaucoup plus solide que la sapine, et donc il y a beaucoup moins de couple que là. Et donc, maintenant, la remontée, la Loire et le trafic de remonte. Ce qui fait l'originalité de la Loire, vous le savez tous, c'est deux choses qui sont différentes, mais qui sont complémentaires. Le vent d'ouest et le fait que la Loire a relativement peu de méandres. La Seine n'est pas navigable à la Loire. À la voile, excusez-moi de ce lapsus. La Seine ne se remonte qu'avec un chemin de halage. Ce qui veut dire qu'il faut payer les haleurs. Et quand vous remontez une marchandise en halage par rapport à la voile,
c'est entre 3 et 5 fois plus cher. Vous comprenez donc qu'il faut que la marchandise puisse payer le trafic. Donc il faut que la marchandise soit de forte valeur, autrement, ça ne vaut pas le coup. Donc, grâce à la Loire et grâce au vent, eh bien, on a une différence de prix. Je ne sais plus quand est-ce que je vous l'ai dit, ça va être la diapo d'après. Oui, ça va être là. Bon, je vous le dis tout de suite, après je vous le dirai. Soit une barrique de sucre qui fait donc 1500 livres. Alors la livre, c'est facile, la livre pesant, c'est 500 grammes, hein, c'est la livre de beurre. Donc un demi-kilo, hein, pour simplifier. Donc une barrique de sucre, ça faisait approximativement 1400 livres, donc ça faisait approximativement 700 kilos, si vous voulez, 750 kilos. Bon, eh bien, de Nantes à Orléans, le prix de transport était de 10 livres. Si cette barrique de sucre, je la faisais venir de Bordeaux à Orléans, vous multipliez par 10, c'était 100 livres. Alors, 10 livres tournois, donc ça ne vous dit rien du tout, mais moi, ce que je prends comme référence, c'est qu'un marin, quand il embarquait sur le navire du roi, était payé approximativement 10 livres par mois. Donc, on va dire à la louche que le SMIC, c'est 10 livres, quoi. Donc, vous voyez, une barrique de sucre, c'est un mois de salaire pour la remonter. Si vous les faites venir de Bordeaux, c'est 10 mois de salaire. Vous avez donc, je n'ai pas besoin de faire de dessin pour voir tout l'intérêt de la Loire. Alors, vous remplacez sucre par le trafic que vous voulez. Il est bien évident que les vins de Bordeaux, si on voulait en boire à Orléans, ben, ils allaient naviguer Saint-Nazaire et puis remonter la Loire. Alors, donc, puisqu'on a ce détail de Saint-Martin-des-Batailles, qu'est-ce qu'on a comme trafic? Eh bien, vous voyez, vous le devinez en arrière-plan, les bateaux sont tous pleins de barriques, de tonneaux. Bon. Ben, le tonneau, c'est le mini porte-conteneur de l'époque. Ah. On met tout dans les tonneaux. On met du sel, on met du vin, on met du sucre, on met du poisson salé, on met tout ce qu'on veut. Ah. Au passage, les tonneliers sont très très recherchés. Et le bois pour faire les tonneaux, ce qu'on appelle les mérins, hein, ou le mérin, est lui aussi très très recherché. Alors, les plus beaux, vous le savez tous, c'est les mérins de chêne, hein, dont on se sert toujours aujourd'hui pour faire des vins de Bordeaux, les châteaux Pétrus et autres vins de prestige. Mais on utilise autrement le châtaignier, on utilise etc. Donc, le mérin est très recherché. Et je vous le dis comme ça, juste pour l'anecdote, hein, à bord des navires de commerce, même des navires de guerre, on a embarqué des tonneliers pour le voyage, pour surveiller la cargaison, parce que dans le tonneau, mais aussi l'eau, et l'eau c'est vital. Hein. Bon, ceci dit, elle était tellement mauvaise qu'on buvait que du vin à bord. Hein, mais enfin bon, donc les tonneaux de vin étaient aussi protégés. Donc le tonnelier est un personnage hyper important à bord du bateau, ou pas à bord du bateau. Hein. Alors, si on veut maintenant donner quelques chiffres, je ne vais pas vous en donner trop, mais à la louche, le trafic de la Loire au temps de Louis XIV à la remonte, c'est 2000 tonnes. Ah. Et quand on sera à la fin du règne de Louis XVI, donc vers 1789, on sera entre 10 et 15 000 tonnes. Donc le trafic va multiplier par 7. Et ce trafic, fondamentalement, c'est le sucre. C'est le sucre, on ajoutera du café, on ajoutera du thé, on ajoutera de l'indigo, etc. Mais fondamentalement, c'est le sucre. Et alors justement, c'est là mon sujet. Pourquoi le sucre et pourquoi le sucre à Orléans? Alors avant d'y arriver, je ne résiste pas à cette vue de Larenberg, qui est à Blois. Alors, donc, ce qui fait l'originalité de la Loire, c'est la voile. Mais la main-d'œuvre coûte cher, et donc on essaye de l'économiser en faisant des trains de bateaux. Et là, vous avez donc l'organisation d'un train de bateau, et vous voyez qu'on navigue en poussée, mais il faut abaisser le mât pour passer sous l'arche, et quand on abaisse le mât, il n'y a plus de voile, il n'y a plus de vent, hein, il n'y a plus de moteur. Donc, il faut imaginer que les mariniers que vous avez là, etc., vous les voyez courir de l'avant à l'arrière du chaland,
on abaisse le mât, dès que le bateau passe le pont, on le remonte, on abaisse simultanément et le deuxième, etc. Et ensuite on remonte. Parce que dès que le train de bateau est sur l'air, et dans un premier temps, le pont dévente encore, mais quand on finit par avancer, à un moment, le vent se remet à souffler, et le train de bateau repart. Alors, être en train de bateau, un train de bateau comme ça, finalement, ils sont entre 5 et 6 bateaux, mais en fait, on a l'équipage que de 3 navires. Par rapport à 3 bateaux isolés, si vous voulez. J'ai autant d'équipage, là, avec ces 6, que si j'avais 3 bateaux isolés. Donc, vous comprenez l'intérêt du train de bateau, c'est économiser la main-d'œuvre. Alors, une remarque que je vais vous faire, que vous garderez en mémoire, etc., dans les grands censements que Colbert fait dans les années 1650-1660, grosso modo, on peut dire qu'on a 100 000 gens de mer qui donnent 50 000 matelots. Alors, les matelots, c'est l'élite, mais c'est aussi les gens qui sont opérationnels. Parce que si vous avez un bras en moins, vous pouvez continuer à naviguer, mais pas pour le service du roi. Donc, matelot, c'est pour le service du roi. Alors, on peut être matelot jusqu'à 50 ou 55 ans, hein, mais matelot, on l'est à partir de 18 ans. Grosso modo, on a 100 000 gens de mer et on a 50 000 matelots. Alors, après, on a les invalides qui continuent à naviguer, mais pas pour le roi, et puis on a les mousses, les novices, etc. Donc, sachant qu'on commence à naviguer comme mousse, y compris la marine de Loire, à 8-9 ans. Donc un matelot à 18 ans, on vous demande de choisir, est-ce que vous voulez toujours être matelot ou pas? Donc un matelot, c'est quelqu'un qui a 10 ans d'expérience de navigation derrière lui. Donc nous, on commence à travailler à 18-20 ans, mais eux, ça fait déjà 10 ans qu'ils travaillaient quand il est là. Donc vous voyez, des gens parfaitement expérimentés, ça ne veut pas dire qu'ils savaient nécessairement lire et écrire. Parce que quand vous naviguez sur la Loire, c'est la même chose pour le pilotage, etc. C'est la même chose pour les pêcheurs, pratiquement encore aujourd'hui. Je n'ai pas dit que les pêcheurs étaient lettrés aujourd'hui, mais les pêcheurs, tant qu'on ne les a pas obligés à aller à l'école, hein, ils naviguaient avec leur mémoire. Hein. Ils savaient qu'en fonction de la marée, tel rocher était là et qu'ils risquaient de faire naufrage s'il passait ou s'il ne passait pas, etc. Donc ils utilisaient énormément leur mémoire. Hein. Par contre, mon sujet étant le sucre, je ne vais pas trop vous parler de la Loire, mais le bateau de Loire, il appartient à un patron. Et ce patron, en fait, il ne fait pas du tout une course de vitesse. Il fait une course de rentabilité. Et si il y a une escale à faire pour vendre des marchandises, ou pour en acheter, ou pour discuter, etc., on mettra 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. Ce n'est pas du tout un problème. Donc, quand vous prenez les registres des mariniers de la Loire ou les registres des négociants qui travaillent avec les maîtres de barque, eh bien, on constate que, sachant qu'il y a à peu près 200 jours de Loire navigable, sachant qu'il faut à peu près 5-6 jours pour descendre, avec ou sans vent, et qu'il faut, quand il y a du vent, 5-6 jours, quand il n'y en a pas, ben on attend. Enfin, grosso modo, on devrait s'attendre à ce qu'un navire de Loire, une gabarre à voile, là, ça fasse, mettons, une bonne dizaine d'allers-retours par an. Eh bien, c'est exceptionnel, la plupart du temps, on en trouve à peine 3-4. Le commerce l'emporte sur la navigation. Et si vous voulez naviguer, à ce moment-là, vous allez chercher, on en a reconstruit sur le bord de Loire, là, donc ce qu'on appelle des tout cabanés. Alors, ils sont beaucoup plus petits, puis il y a une cabane. Bon, la cabane, c'était pas pour le patron, c'était pour les passagers. Alors, la tout cabané, vous discutez avec le patron à Orléans, et c'est lui qui va vous dire s'il fait ou non des escales, ou s'il va directement à Nantes. Alors, quand il s'engage à faire des passagers et aller, entre guillemets, le plus vite possible, il peut mettre entre 4 et 6 jours pour descendre. Alors lui, il a tout cabané, lui, il peut faire plus de voyages, parce que son intérêt, c'est d'être payé pour faire les voyages. Hein. Puis alors après, vous avez des bateaux exceptionnels. Par exemple, quand la Pompadour va à son château de Ménard, elle arrive à Orléans en carrosse, on embarque le carrosse sur le bateau et elle embarque dans son carrosse. Puis son carrosse descend, puis à l'arrivée, il y a suffisamment d'ouvriers ou de paysans qui déchargent le carrosse à dos d'homme, et puis on continue, etc. Donc vous voyez, ça, c'est des trucs exceptionnels. Et autrement, le train de bateau, c'est le commerce. Et donc,
le but c'est de charger au maximum et d'acheter et de vendre à chaque escale. Le but c'est le profit et non pas la vitesse. Donc ça, vous connaissez tous ces plats qui nous célèbrent justement cette navigation. Et c'est le clin d'œil à la production des faïences de Nevers, qui était un des grands produits aussi à la descente. Là, donc de temps en temps, on faisait naufrage, et les mariniers avaient des églises spécialement pour eux. Normalement, le saint qui protège la Loire, c'est le Saint Nicolas. Bon. Eh bien, voilà un exemple d'ex-voto pour soit s'être protégé d'un naufrage, soit pour avoir échappé à un naufrage. Et donc, le marinier a offert une reproduction de son bateau. Et ce bateau, vous voyez qu'il a une caractéristique, il a un truc extraordinaire, il a ce gouvernail qui a un nom, ce gouvernail s'appelle la piautre, et vous remarquerez, il y a une table sur laquelle c'est posé, et vous voyez bien que le gouvernail est pratiquement, vous voyez, par sa longueur en bas là, il est pratiquement dans l'axe du bateau. Ça veut dire que, imaginons que le bateau enfonce de 30 cm, pardon, le gouvernail enfonce de 30 cm. Donc le gouvernail ne va pas se prendre dans le banc de sable. Si le bateau passe, le gouvernail passe. Sauf que, imaginons que ce soit un gouvernail qui ressemble à ce que vous connaissez. Donc vous mettrez un gouvernail qui sera tout petit. Mais qu'est-ce qu'il a comme force pour faire bouger le bateau? Vous voyez bien que plus il est long, plus il est déporté par l'arrière, et plus il pourra faire un couple qui permettra de faire pivoter le bateau. Donc le piautre, c'est un gouvernail extraordinaire et parfaitement adapté à la Loire et à sa navigation. Donc, on a des exemples qui remontent à 1500, mais il était certainement inventé bien avant. C'est réellement pour montrer l'adaptation des bateaux de Loire à la navigation. Voilà un tableau du 19e où vous voyez encore la piautre, vous voyez. Et là, avant d'arriver au sucre, eh bien, il nous reste le sel. Le grand trafic de la remonte jusqu'au 19e siècle, c'est le sel. En fait, jusqu'à la Révolution française. Le sel, pourquoi? C'est le sel de Gabelle, c'est l'impôt. L'impôt sur la consommation, la TVA de l'époque, c'est le sel. Vous êtes tous obligés de consommer du sel, donc on veut bien que vous en amène. Et alors ce sel, il remonte avec des chalands, etc. Mais ensuite, à partir d'Orléans, il faut remonter le sel jusqu'à Roanne et au-delà, à Saint-Étienne. Et là, c'est des haleurs. Et donc là, ce que vous avez, c'est le sel qui remonte la Loire pour aller payer l'impôt, etc. Alors lui, il a des haleurs. Le sel remonte la Loire, le sel remonte la Garonne, le sel, etc. Et là, lui, avec des haleurs. C'est le seul exemple de halage en Loire. Voilà une très belle vue d'une gabarre à Beaugency. Remarquez la hauteur de la mâture par rapport au pont. La voile est gigantesque et c'est elle qui pousse. Au passage, vous imaginez le savoir de ces gens quand il fallait l'abattre et la remonter. C'est que ils savaient faire de la voile, les petits copains. Il n'y a pas de problème. Et donc, le sucre arrive. Alors, vous remarquez sur cette gravure que dessus, ce sont des blancs. Et vous voyez aussi que le sucre est blanc. Alors, en fait, c'est une gravure hollandaise qui nous montre la fabrication du sucre aux Antilles, dans les Antilles hollandaises. Alors, deux choses, comme vous le savez tous, vous l'avez peut-être oublié, mais quand les Européens arrivent aux Antilles ou en Amérique latine, il n'y a pas de Noirs. Les Noirs sont en Afrique. Quand les Espagnols arrivent au Mexique, il y a 100 millions d'habitants. Un siècle plus tard, il y en a 1,5 million. Alors, oui, les Espagnols en ont exterminé, on est bien d'accord, mais vous imaginez exterminer 100 millions de personnes. En fait, c'est la maladie qui a exterminé. Ce sont les maladies européennes qui, notamment la fièvre jaune, la grippe, etc., qui déciment les populations indiennes jusqu'à temps qu'elles acquièrent des anticorps et que leur population remette un petit peu augmenter. Donc on manque de main-d'œuvre et c'est là que les gens vont se poser la question où aller chercher cette main-d'œuvre. Alors,
Les Espagnols et les Portugais se sont partagés l'Atlantique, ce qu'on appelle le traité de Tordesillas. Donc l'Afrique est le lieu de navigation des Portugais. Aucun navire espagnol ne va en Afrique. Mais les Espagnols sont demandeurs de main-d'œuvre. Donc, ce sont les Portugais qui vont inventer la traite des Noirs. Ce sont les Portugais qui vont installer des forts pour commercer avec les rois africains, pour prendre les captifs et les envoyer en Amérique latine. Ce sont les Espagnols qui achètent, et ce sont les Portugais qui livrent. Les premiers négriers espagnols apparaissent en 1785. Donc c'est bien qu'on comprend. Ensuite arrivent les Hollandais qui font la guerre aux Espagnols et aux Portugais, et les Hollandais vont piquer les 2/3 des comptoirs aux Portugais, donc ce sont les Hollandais qui vont devenir les négriers. Pourquoi négriers? Parce qu'on a essayé de mettre des Blancs aux Antilles, mais au niveau de la mortalité, ça n'a pas été une grande réussite. Alors, on a essayé un système supplémentaire, il faudrait que je vous fasse une conférence là-dessus, qu'on a appelé les engagés. C'est-à-dire que le prix pour aller d'Europe aux Antilles, le prix du transport, je ne dis pas que c'était aller sur un avion, une fusée d'Elon Musk, mais enfin c'était très très cher. Et les gens qui voulaient émigrer, c'était des pauvres. Alors les pauvres, ils ne pouvaient pas payer. Donc qu'est-ce qui se passait? Ils se vendaient au capitaine, qui le revendait aux planteurs à l'arrivée, moyennant un engagement à travailler. Alors si vous étiez chez les Anglais, l'engagement c'était 12 ans. Ça ne motivait pas tellement les Blancs quand même. Hein. Les Français, on a mis 6 ans puis 3 ans. Et puis il y a eu un gars qui avait un coup de génie, il a dit et si on faisait travailler les Noirs? Et c'est donc comme ça que on a remplacé progressivement les Blancs par les Noirs. Sachant aussi qu'on a changé de cycle. Le tabac, c'est le tabac qui permet la mise en valeur des Antilles. Le tabac, il faut 3 personnes pour mettre en place un jardin qui produise du tabac, qui vous produise une plantation. Bon. Pour le sucre, il faut entre 50 et 70 personnes pour dégager une production annuelle qui vous permettra d'être rentable. Vous voyez, là, il faut une masse de personnes. Et donc, le système de l'engagement ne suffit pas. Pensez que en 1700, au Canada, on a 800 personnes. Le Canada, notre grand Canada de la guerre de 7 ans, etc., c'est 10 000 personnes en 1760. Saint-Domingue, la perte des Antilles dont on va parler, c'est 600 000 habitants en 1789, 20 000 blancs, 40 000 nègres libres de couleur, c'est le mot qu'on disait, et puis 350 000 esclaves. Vous voyez, en termes de dimension, on change totalement. Et puis il y a un autre pays, mais qui ne nous concerne pas, qui est les États-Unis. Et les États-Unis, en 1789, c'est 3 millions de personnes et 450 000 esclaves. Et puis de l'autre, eh bien, vous voyez, on a les Antilles, la Jamaïque, Pirates des Caraïbes, etc., où là, on a une population concentrée pour le sucre. Donc, jusqu'à 1650, le moteur de l'économie des Antilles, c'est le tabac. À partir de 1650, le moteur, c'est le sucre, et à l'initiative des Hollandais. Mais ce qui est intéressant sur cette gravure, c'est que, vous voyez, on nous montre du sucre blanc. Or, si vous allez aujourd'hui dans votre magasin bio et que vous achetez du sucre de canne, il n'est pas blanc. Mais si vous allez visiter une sucrerie d'Artenay ou d'ailleurs, c'est pas blanc non plus. Le sucre blanc est une invention de la consommation européenne. Et cette invention européenne, elle va être perfectionnée, son summum, c'est Orléans. Orléans fait le sucre le plus blanc d'Europe. Avec des méthodes, je n'ai pas le temps de vous les expliquer aujourd'hui, mais particulièrement ragoûtantes, à base de sang de bœuf séché, de sang fumé, de machin. Donc en fait, on prend les produits des abattoirs parisiens qu'on ramène à Orléans, on fait des mixtures abominables pour blanchir. En fait, ce sucre blanc n'a aucun sens, donc que ce soit votre sucre de betterave, sucre de canne, il faut exiger du sucre pas blanc, ça ne sert à rien le blanc. C'est juste un problème de goût. Ah. Alors, juste un petit peu chiffre, après on va aller un peu plus vite. Juste un truc pour le savoir. Donc, les Français ne consomment pas de sucre au XVIIIe siècle.
Ils ont du miel. Alors, ce que je ne sais pas, il y a certainement des gens ici qui vont me répondre, c'est à quel moment on se met à avoir moins d'abeilles. Mais pourquoi? Parce que les Anglais, eux, quand les Français en consomment 500 grammes, les Anglais, ils en consomment 10 kilos par habitant. Alors, en 1789, en anglais, c'est 10 kilos par habitant. Et les autres consommateurs, c'est la Prusse, c'est la Hollande, c'est le Danemark, c'est le Hollande. Donc, si vous voulez, c'est eux les consommateurs de sucre. Donc, quand je ramène du sucre en France, c'est pas pour la France, c'est pour le réexporter. Mais on va y arriver. Et donc, cette maison, certains vont la reconnaître, c'est l'hôtel Toutain avant qu'il soit renettoyé. On l'appelle aussi l'hôtel dit François Ier. Et en fait, c'est là que s'installe, dans les années 1680-1700, Van de Berg. Et c'est là qu'il va installer ses premières raffineries. Rue de Recouvrance. Et la rue de Recouvrance, c'est la rue des raffineurs, comme on le verra tout à l'heure. Alors, il faut des bateaux, il faut du commerce colonial. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en 1660, Nantes a 10 navires qui vont aux colonies. En 1680, il y a 30 navires qui vont aux colonies. En 1714, il y a 50 navires qui vont aux colonies. Parce que c'est bien gentil d'aller aux colonies. Les bateaux coûtent très cher, l'équipage coûte très cher. Donc il faut des produits qu'on vende. Oui, mais les gars des colonies, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils vous achètent, hein? Et donc, aux colonies, ce qui vous intéresse, c'est un produit de retour. Et le produit de retour, qui doit être vendu, vous avez bien compris que c'est un produit cher. Et ce produit cher, ça sera le sucre. Alors, il y a d'autres produits chers avec la mode. Par exemple, les Espagnols, ça va être le cacao. À partir des années 1680-90, apparaît le thé, pour les Anglais, qui va connaître un certain succès en France aussi, mais plutôt en 1750. Et puis, dans les années 1720-1750, c'est l'explosion du café. Vous avez donc compris que cacao, thé plus café égale sucre. Oui. Et il faut en produire, mais si vous en produisez, il y a des gens qui en achètent. Et Nantes va être le premier port colonial et le premier port sucrier sous Louis XIV, et c'est le premier port en 1700. Et là, toujours dans l'album de Colbert, voilà ce bateau. Mais ce bateau, il ne fait que 150 à 200 tonneaux. En 1789, il fera 800 tonneaux. Et il sera 4 fois plus grand. Alors pourquoi 4 fois plus grand? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne vous en parlerai pas, mais il faut bien que vous le sachiez. La France avait 250 000 tonneaux de bateaux sous Colbert, elle en avait 800 000 en 1789. Autrement dit, la flotte de commerce française a multiplié par 4 entre Louis XIV et Louis XVI, sans avoir un marin supplémentaire. Donc il y a eu un progrès technique inimaginable que personne ne soupçonne aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de tableau, c'est un savoir technique. C'est au niveau des poulies, c'est au niveau des cabestans, c'est au niveau des trucs techniques. Mais là où on avait besoin de 10 hommes pour 100 tonneaux, on aura 5 hommes, mais surtout, on multiplie par 4 le navire. Hein. Et la France est donc la deuxième puissance commerciale en 1789, et le commerce colonial fait 70%. L'autre, c'est le transport du pinard. C'est le cabotage du vin, la réexportation du vin vers l'Angleterre, la Hollande, les Anglais. Fondamentalement, c'est le commerce colonial et c'est le sucre. Et là, vous avez le chiffre, ici, la corrélation. Pour faire du sucre, il faut des esclaves, et donc il y a la relation que vous avez ici entre les esclaves et donc voilà les différentes îles, les productrices. Et donc vous voyez, la France, c'est là où il est marqué Antilles, c'est Saint-Domingue. Hein. La grande productrice, c'est Jamaïque, Cuba, et puis Porto Rico. Là, c'est la répartition avec la France. En grosso modo, la Guadeloupe et la Martinique, c'est le quart de Saint-Domingue. Donc le grand lieu de production, c'est Saint-Domingue. Juste, en noir, c'est le trait noir symbolise le nombre de captifs, d'esclaves qu'on prend en Afrique pour envoyer aux Antilles. Donc là, c'est le XVIIe siècle, et puis maintenant, voilà le XVIIIe siècle. Ah. Sauf que, à partir de 1800, la traite des Noirs devient interdite. Alors, devient interdite d'abord, c'est les Anglais qui l'interdisent, puis ensuite elle est interdite à partir de 1815. Donc, grosso modo, à partir de, on peut dire après 1815, il n'y a pratiquement plus de traite.
le développement des esclaves se fait par natalité sur les plantations. Donc ça, c'est bien le grand phénomène du XVIIIe siècle. Et voilà donc un magnifique navire négrier. C'est un des plans les plus extraordinaires, c'est pour ça que je l'ai reproduit dans un de mes livres, parce que ce plan de navire négrier a été fait par le second du capitaine, dont le père était un peintre de talent, et le fils avait un petit talent de peinture, et il s'est amusé à peindre son bateau. Et ce qu'il nous montre, je vous le remets en arrière juste pour là-dessus, attendez, oui j'avais dit je ne mettrais pas en arrière, bon, parce que ça perturbe l'enregistrement. Le navire négrier, c'est une cale remplie d'eau et de nourriture. On n'a aucun captif dans la cale. Quand on vous dit on va mettre les gens à fond de cale, ce n'est pas possible. À fond de cale, c'est du CO2. Donc les captifs, l'équipage, tout le monde est au-dessus de la ligne de flottaison. Et ce qui nous représente, là, c'est les captifs au-dessus, donc dans l'entrepont, et puis sur le pont, eh bien vous voyez des tonneaux partout, puis à droite, là, le petit truc noir et compagnie, ben, c'est les toilettes pour les esclaves. L'entrepont, vous imaginez un entrepont de 300 personnes là-dedans, hein, vous imaginez la pesanteur, etc. Donc c'était nettoyé tous les jours, mais c'était quand même plus malin si on autorisait les esclaves à faire leurs besoins par-dessus bord. Et donc ce que nous montre ce capitaine, c'est que justement le navire négrier était tout à fait adapté pour avoir le moins de saleté dans l'entrepont. Donc le navire négrier, contrairement à ce qu'on pense, c'est le navire où l'hygiène est la plus importante. La mortalité à bord des navires négriers passe de 15% en 1720 à 6% en 1789. Il y a aussi une explication, le prix de l'esclave, c'est bien qu'on a besoin de plus en plus d'esclaves, le prix de l'esclave multiplie par 4. Donc il multiplie par 4 à la fois à l'achat, hein, mais aussi à la vente. Donc votre intérêt, c'est d'avoir le moins de morts possible. C'est absolument pas pour des raisons humanitaires. Et donc on arrive sur la plantation. Alors là, je ne fais pas de discours sur la canne à sucre, mais ce qui nous intéresse, c'est justement la différence entre le sucre qui est produit aux Antilles et le sucre qui arrive à Orléans. Donc aux Antilles, vous avez donc votre plantation de canne à sucre, et on amène la canne à sucre au moulin que vous avez là-bas, et puis on va lui faire une première transformation que vous avez là. Je vais vous le montrer plus en détail. Donc voilà l'exemple. Donc vous avez des rouleaux ici qui vont broyer la canne que l'esclave est en train d'amener. Pour faire tourner les rouleaux, vous avez un mécanisme avec des chevaux qui tournent. Et ce qui nous intéresse, c'est le trait noir à droite, qui est en fait une rigole, qui va recueillir le jus de canne que les gens de l'époque appellent le vezou. Alors ce vezou, c'est comme le jus de betterave, hein, il est sucré, vous avez bien compris, et grosso modo, il est sucré entre 15 et 20%. Et donc maintenant, l'opération suivante consiste à faire l'évaporation. Mais qui dit évaporation dit énergie. Or, on a tellement mis en valeur des Antilles qu'il n'y a pas assez de bois pour une évaporation complète. Et donc, les armateurs, les planteurs et les transporteurs vont avoir un choix à faire entre du sucre plus ou moins évaporé, plus ou moins raffiné. Et ceci va donner naissance à des noms. On a plus de 30 qualités différentes, allant du sucre blanc au sucre brut, selon le pourcentage que vous avez de raffinage. Et on a donc un premier raffinage ici, avec des cuves que vous voyez au fond là-bas, et on évapore. Donc le vezou arrive sur la droite, et puis on évapore successivement, jusqu'à temps qu'on ait, en fait, soyons clairs, une sorte de miel séché. Hein? Alors, ce miel séché, on va essayer de le travailler un peu plus. On va l'évaporer avec différents types de terre, etc. D'où le fait qu'on appelle sucre blanc ou sucre terré, donc, par rapport à sucre brut. Hein? Voilà le truc. Alors, à partir de ce moment-là, prenons les ports français, et les grands ports français, c'est le premier port colonial, c'est Nantes, mais à partir de 1740, il est remplacé par Bordeaux. Puis ensuite, arrive le Havre et les autres. Si on regarde l'arrivée d'un navire colonial à Bordeaux, venant des Antilles, on cherche les raffineries à Bordeaux, il n'y en a pas.
On cherche les raffineries au Havre, il n'y en a pas. On cherche les raffineries à Saint-Malo, il n'y en a pas. À Dunkerque, il y en a quand il y en a une, deux, enfin il n'y a rien. Quoi. Bon. Les raffineries, il y en a un tout petit peu à Nantes, 7, 8, mais surtout, elles sont à Orléans. Maintenant, vous reprenez la cargaison des navires, c'était ma thèse, c'est pour ça que je vous en parle savamment. Vous vous apercevez une chose étonnante, les bateaux de Bordeaux sont composés de sucre blanc ou terré à 90%. Mais si vous prenez Nantes, Nantes n'a que 20% de sucre blanc ou terré, et en revanche, 80% des bateaux de Nantes sont de sucre brut. Maintenant, je regarde ce que font les cargaisons de Bordeaux. Elles partent vers Hambourg, elles partent sur les navires hollandais vers tout le nord, où ça sera raffiné par les Hollandais, puisqu'on a vu qu'ils ont le savoir eux aussi. Et si je vais à Nantes, eh bien, le sucre brut, il remonte la Loire. Il remonte la Loire. Alors pourquoi remonte-t-il la Loire? Parce que c'est pas cher. Donc, et la question est, pourquoi est-ce qu'on raffine à Orléans et pourquoi est-ce qu'on ne raffine pas à Nantes? Eh bien, la réponse, elle est en grande partie parce qu'on a le charbon de Saint-Étienne qui arrive. On a aussi le fait qu'il y a un savoir qui s'est fait à Orléans, et on a aussi le fait que ce savoir n'a pas intéressé les Nantais. Donc, les Nantais n'ont pas été très intéressés pour faire du sucre. Au 19e siècle, ils vont le faire. Donc, mais au 18e siècle, ils raffinent très peu. Et donc, dès 1720, 90% du sucre de Nantes remonte à Orléans. Et c'est cette production qui ne cesse de se développer. Et vous voyez sur ce plan d'Orléans, tous les points, c'est une raffinerie. Donc Orléans est couvert de raffineries. Hein, et donc, si vous descendez la rue de Recouvrance sur la droite, là, c'est l'ancienne raffinerie Jogues. Elle a brûlé vers 1730. Bon, parce que des raffineries, ça peut brûler, hein, et elle a été entièrement reconstruite. Et comme à l'époque, les Jogues avaient aussi des intérêts dans la Compagnie des Indes, beaucoup de gens d'Orléans disaient c'est l'hôtel de la Compagnie des Indes. Non, non, ça n'a jamais été l'hôtel de la Compagnie des Indes, c'était l'hôtel des raffineurs Jogues. Alors, du temps où j'étais orléanais, je faisais des recherches sur Orléans et Orléans, je suis tombé sur quelque chose que vous connaissez tous, c'est-à-dire les impôts locaux. Ça existait déjà au XVIIIe siècle, rassurez-vous, hein, on ne vous oublie jamais. Hein. Et donc il y avait des impôts sur la consommation, et qui paye les impôts les plus riches, les Orléanais qui payent le plus, c'est les 20 raffineurs orléanais. Donc quand vous prenez la liste des gens qui payent, donc par fortune, ceux qui payent le plus, ce sont les Orléanais. Alors vous allez me dire, le vinaigre! Mais non, le vinaigre c'est un truc de pauvre. Hein. Le vinaigre, c'était rien du tout. Le vinaigrier, il payait 1, quand un raffineur normal payait 50, 80 ou 200. Donc on n'est pas du tout dans la même cour. Hein. Et voilà ces maisons de raffineurs négociants, hein, donc en pierre de taille, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Alors l'étage noble, c'est-à-dire l'étage où on habite, c'est le premier étage, et l'étage en dessous, c'est l'étage du commerce, et puis les portes qui rentrent ici pour entreposer des marchandises, etc. Bon, alors après, quand il n'y a pas de crue, on peut mettre des marchandises dans la cave, s'il y a de la crue. Et puis là, vous avez donc un exemple de règlement de raffinerie. Alors, maintenant, vous rentrez dans l'hôtel Toutain de Berg et vous cherchez, et en fait, c'est magnifique, mais il n'y avait pas de raffinerie qui était là. La raffinerie était de l'autre côté. Et aujourd'hui, si vous prenez rue Notre-Dame de Recouvrance, vous apercevez que vous avez des maisons magnifiques. Rassurez-vous, les raffineries n'étaient pas dedans. Vous allez comprendre où étaient les raffineries. Donc on a un personnage très important à Orléans qui s'appelle Duhamel du Monceau, qui a fait un traité de l'art du sucre. Et il est venu à Orléans faire ce traité de l'art du sucre, et il a dessiné, ou il a fait dessiner une raffinerie d'Orléans. Donc vous avez vu que je disais tout le temps raffinerie et que je ne disais jamais sucrerie. Sucrerie, c'est pour la betterave, parce qu'on parle du jus de betterave. À Orléans, on raffine, c'est-à-dire qu'on transforme un sucre pour en faire la valeur ajoutée. Et en fait, on va en faire toutes les formes, et notamment, la première chose qu'on fait à Orléans, c'est on va cristalliser le sucre. Mais après, on fait tout ce qu'on veut, des confitures, des sucettes, du sucre candi, etc. Donc, fondamentalement, on va donc raffiner. C'est donc un commerce de super pâtissier, si vous voulez, que l'on va faire. Et donc, vous avez le rez-de-chaussée, ici, et vous voyez la salle centrale en haut avec les ronds et compagnie. Ces ronds, c'est les marmites
que je vais vous montrer. Et à côté, le reste, ce sont des salles de séchage. Donc voilà une autre maison. Donc voilà un autre dessin de Duhamel du Monceau. Là, vous comprenez mieux. Hein. Vous voyez donc que au sol, c'est le charbon qui va chauffer les cuves. Et dans ces cuves, on amène le sucre qu'on va transformer et évaporer en fonction de ce qu'on veut en obtenir. Et vous avez donc toute une série de cuves et on va mélanger les produits. Alors vous voyez, donc là on est au dernier stade. On a fait la mixture que l'on voulait et par conséquent maintenant on a un sucre prêt à être cristallisé. Et ce sucre, vous le voyez, je vais vous montrer un détail juste après, vous voyez, on le met dans un cône en bois qui lui-même va descendre dans une poterie. Alors, ce cône en bois, c'est une des formes, hein, mais c'est la plus connue. Vous voyez, ce cône, donc le sucre va finir de s'évaporer, de se cristalliser, et quand il va être complètement sec, on va l'envelopper dans un papier bleu qui est fabriqué à Main-sur-Loire. Les poteries, il y a 20 poteries qui fonctionnent à plein régime à Orléans pour produire ces poteries. Et c'est donc ce produit qui va maintenant être prêt à l'exportation. Donc ce qu'il faut imaginer, ce qui sort d'une raffinerie d'Orléans, c'est un truc qui est grosso comme ça. Alors on prétend que les chapeaux de cheminée d'Orléans sont des formes de sucre où on a coupé la tête. Alors, j'en ai parlé avec un couvreur, il y en a quelques-unes. Il doit y avoir à peu près 1%, hein, depuis le temps. Mais c'était effectivement un des recyclages, parce que une fois que ma forme elle est séchée, je la retourne, puis j'essaye de faire descendre mon bloc de sucre. Hein, et mon bloc de sucre, il est vendu soit enveloppé de sucre bleu prêt, ou alors on le fractionne, et il va partir là. Et puis ensuite, il va être repris par les pâtissiers qui vont le retransformer dans toutes les formes qu'on commercialise, etc. Alors, donc voilà un des entrepôts de séchage d'Orléans. Et alors on le mettait sur, vous vous souvenez le document que je vous ai mis avant, hein, on met des séchages sur plusieurs étages. Hein. Donc ce qui veut dire que si vous rentrez dans les maisons de la rue Notre-Dame-de-Recouvrance, toute la production, entre guillemets, industrielle, elle est dans la cour. Hein. Le bâtiment qui est là, c'est un bâtiment d'habitation et de commerce. Il faut aller dans la cour. Cette cour aujourd'hui qui a été habitée, où on a mis des logements sociaux, mais elle n'était pas comme ça. C'était des trucs en bois où on avait tout cet ensemble. Alors, généralement, ça se passe bien, mais on peut avoir un incendie, comme Jog a été le grand incendie de 1730, et la conséquence a été que quand Jog a voulu faire reconstruire, parce qu'il était riche, etc., il y a eu un mouvement d'Orléans en disant « Ah, les raffineurs, les machins, ils vont nous mettre l'incendie, etc. » Et donc, les pompiers ont été créés et payés par les raffineurs. Bon. Et après, il y a eu très peu d'incendies. Et vous avez vu que nos raffineurs étaient répartis dans Orléans, mais il y en avait plus d'une quinzaine dans la rue de Recouvrance. Alors, pour conclure, eh bien, je vais vous donner quelques noms. Je les dénonce. Hein. Raguenay, Goudreville, Sautelet, Grignon-Saint-Saëns, Seraguelville, Colas-des-Francs, Vandenberg, Delahaye, Colas-des-Noux, Rousseau, Raveau-des-Malières, Tassin-Theurat, etc. Et donc, si vous avez un peu de connaissance d'histoire d'Orléans, il y en a 5 d'entre eux qui sont devenus des maires entre 1780 et 1830. Autrement dit, les raffineurs d'Orléans, c'était la très haute bourgeoisie d'Orléans. Alors, normalement, ils devraient, et on va conclure là-dessus, donc, si on avait eu de la chance, on devrait trouver une centaine de comptabilités de raffineurs. Pas de bol, il en reste 2. Alors avec 2 raffineries extrapolées pour dire tous les raffineurs d'Orléans gagnaient ça, c'est bien difficile. Par contre, j'ai quand même essayé de faire un certain nombre de petits calculs. La rentabilité. Eh bien, on est entre 800 et 1200%. Mais vous le savez tous, vous allez au cinéma. Qu'est-ce que vous mangez au cinéma? Des pop-corn. Ben entre le maïs et le pop-corn, vous connaissez la multiplication. Quand vous achetez une pistache, entre le pistachier et vous, le produit, il est à l'arrivée. Ah, le cacao avec le chocolat, c'est pareil. Le profit n'est pas dans la plantation des Antilles.
si ça vous amuse, vous lirez mon bouquin sur le trade des navires négriers, je démontre que le profit n'est pas dans le navire négrier. Oui, il y a des navires négriers qui gagnent de l'argent, mais il n'est pas là le profit. Le profit, il est dans le sucre que l'on transforme. S'il n'y a pas de sucre, pas de transformation. Et qu'est-ce qu'ils ont, nos raffineurs orléanais? Eh bien, ils ont des actions dans les plantations des Antilles, ils ont des actions dans les comptabilités des armateurs de Nantes. Par exemple, et puis on a qui font les deux. Jogues, il y a à la fois Nantes et là. Monsieur Lemann, il est dans le coin, donc il descend de la famille Lemann. Il y avait des Lemann raffineurs à Orléans et des Lemann armateurs à Nantes, etc. Il y a donc, si vous voulez, les enfants des planteurs étaient tous envoyés à Orléans, où ils logeaient chez les raffineurs. C'était aux frais des raffineurs. De toute manière, ils pouvaient. Donc l'argent, il se trouve à l'arrivée et il ne se trouve pas au départ. Mais ça n'a pas d'importance si l'expédition négrière n'est pas rentable. Ce qui nous intéresse, c'est du sucre. Et ça sera ma conclusion. Un navire négrier, quand vous vendez la cargaison d'esclaves, on la paye en marchandises. Et en fait, on la fait en crédit sur 3 ans. Un navire négrier, en cargaison, en troc, remplit 4 cargaisons. Donc le navire lui-même qui revient, plus 3 autres. Et bien maintenant, et ça sera ma dernière phrase, quelle est la composition de la flotte nantaise? 30 navires négriers, 100 navires coloniaux de sucre. Elle n'est pas belle la vie? Donc j'ai oublié plein de choses. Alors maintenant, si vous voulez me poser des questions, à votre disposition. Bonsoir, merci pour cette conférence très intéressante et instructive. J'avais une question à partir de votre dernière diapo finalement. Que deviennent ces bourgeois, cette haute bourgeoisie, avec la révolution, des esclaves à Saint-Domingue, et j'imagine donc la chute du trafic de sucre jusqu'à Orléans? Complètement. Oui, alors là. Oui, alors, l'apogée du sucre à Orléans, c'est 1794, l'an 2. Mais en l'an 2, vous savez qu'on décide 2 choses. On décide d'attaquer l'Angleterre, qui ne demandait rien, il faut le savoir quand même. Et puis, on a des joutes oratoires que vous connaissez tous sur les droits de l'homme. Parce qu'on est en train de mettre au point les droits de l'homme, on est en train de décider quel sera ou non le droit de vote du tiers-État. On est en train de discuter sur les députés. Et aux Antilles, qui sont françaises, on a des députés. Et à Saint-Domingue, on a des députés. Et les députés de Saint-Domingue reviennent en France avec une question tout à fait intéressante. On a des libres de couleur à Saint-Domingue, on en a 40 000, pour 20 000 blancs. Donc n'oubliez pas que dans les colonies catholiques, je dis bien catholiques, c'est-à-dire la France, le Brésil et l'Amérique espagnole, on a franchi. On a franchi entre 15 et 25%. Dans les colonies danoises, anglaises, hollandaises, protestantes, on abolit à moins de 5%, c'est les plus racistes de tous. Ce qui fait qu'en 1790-91, on se pose la question, est-ce que les Noirs libres de couleur ont le droit de vote? Est-ce qu'ils ont le droit d'avoir des députés? Sauf qu'il faut 2 mois pour aller dans un sens, 2 mois dans l'autre. Alors le temps qu'on discute, la fièvre remonte à Saint-Domingue et les Noirs libres de couleur votent et élisent des députés noirs et libres. Bon. Mais évidemment, il y a des planteurs blancs qui ne sont pas tout à fait d'accord. C'est la guerre civile. Chacun des 2 camps essaye d'utiliser des esclaves comme masse de manœuvre. Et vous doutez bien que les planteurs ont du mal à dire à leurs esclaves, aidez-nous contre les libres de couleur parce qu'avec nous, vous serez mieux traités. Donc ça se traduit, vous en doutez bien, par le fait qu'on massacre entre 5 000 et 8 000 blancs, et la plupart s'échappent soit vers la Nouvelle-Orléans, soit vers Cuba. Il y en a certains d'ailleurs qui s'échappent avec leurs esclaves, et Cuba devient la nouvelle île à sucre. Cuba devient l'île à sucre du 19e siècle, avec le savoir des planteurs français
qui deviennent espagnols et qui se mettent à produire le sucre. Donc, vous avez donc tout compris, le sucre s'arrête à Saint-Domingue, il s'arrête en grande partie à la Martinique et à la Guadeloupe, et donc il va surtout être produit à la Jamaïque, parce que l'Angleterre continue à produire, hein, continue à être produit à Cuba, et puis il va être produit aussi dans le sud des États-Unis, et puis il va être aussi produit dans les îles de l'océan Indien, et donc notamment, mais ça sera quand la France perd l'île de France, qui devient l'île Maurice. L'île Maurice sera un des grands producteurs de sucre aussi pour l'Europe. Donc, mais fondamentalement, le sucre s'arrête, mais comme les Français ne consommaient pas de sucre, c'est pas dramatique. Mais Napoléon va donc encourager les recherches, et les recherches sur la betterave sucrière partent de recherches allemandes, où les Allemands avaient découvert qu'il y avait des betteraves qui étaient plus sucrées que d'autres. Donc on va déjà faire du croisement, pas génétique, mais enfin on va faire tout simplement du croisement pour arriver à une betterave de plus en plus forte en sucre. Et les premiers essais de sucrerie vont avoir lieu dans les années 1825-1830. Mais une sucrerie, et Pithiviers est une des premières dans la région, c'est une machine à vapeur. C'est de l'énergie et des tubes. Et le fondateur de la sucrerie de Pithiviers, c'est Fives-l'Île-Caille, c'est-à-dire, c'est le plus gros industriel métallurgique du 19e siècle, c'est le constructeur des ponts, c'est le constructeur des locaux. C'est la même technologie, la machine à vapeur et la sucrerie. Donc la révolution industrielle met en place, et à partir de ce moment-là, sous le Second Empire, le prix du sucre s'effondre, c'est la fin de l'esclavage, c'est aussi la fin du sucre de canne dans les Antilles françaises. Et les Orléanais. Alors les Orléanais, vous avez donc compris, ça s'effondre de 1794 à 1815. Ça reprend un peu à partir de 1815, mais là, il faut entrer dans... Je vais essayer d'être le plus simple possible. Il y avait une exonération de taxes. Quand le sucre arrivait dans les ports de France, quand il arrivait jusqu'à Orléans, il était considéré comme hors taxe. En 1815, on va arrêter ce hors-taxe. C'est-à-dire que quand le sucre arrive à Nantes et qu'il remonte à Orléans, on doit payer les taxes. Donc, en payant les taxes, c'est plus possible. Et la conséquence, elle est que les raffineries de sucre se mettent à Nantes. Nantes n'avait pas de sucrerie. Nantes va avoir des sucreries à partir de 1820, 1850. Vous voyez, les taxes jouent, le système fiscal joue un rôle très, très important. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce que vous avez étudié et mis en évidence la façon dont les raffineurs orléanais ont placé leur argent, leur fortune, oui, notamment en achetant des terres, en Beauce? Tout à fait. Oui. Donc la question s'est posée au moment de la Révolution. Et ils sont où les bourgeois? Il faut bien sortir une petite guillotine et raccourcir quelques têtes quand même. C'est pas qu'on soit très révolutionnaire à Orléans, enfin il faut quand même faire un peu comme tout le monde. Donc on a amené la guillotine à Orléans, elle n'a pas beaucoup fonctionné, mais elle a quand même coupé quelques têtes de raffineurs. Hein. Donc il y en a une dizaine qui sont passés à la raccourcisseuse. Et les autres ont caché leurs sous, ils ont fait profil bas. Mais un certain nombre avaient diversifié leurs capitaux. Ils avaient déjà, dès les années 1750-1760, ils avaient acheté des terres en Beauce. Ils avaient acheté des terres en Beauce pour deux raisons. Parce que, à l'époque, certaines terres sont annéblissantes. Donc, pour vous appeler de Gueudreville, pour vous appeler Villiers de l'Isle-Adam, bon, eh bien, le premier truc, c'est d'acheter des terres, des fiefs nobles. Donc, comme les armateurs étaient bourgeois et que au XVIIIe siècle, un bourgeois normal n'a qu'un rêve de devenir noble. Donc, il essaye de trouver un truc qui va lui permettre de s'anoblir. Alors, beaucoup se tournent vers la bourgeoisie, vers le droit. Hein. On achète des charges juridiques qui sont anoblissantes. C'est ce qu'on appelle la savonnette à vilain. Hein. Donc, ça, c'est les nobles qui disent ça. Hein. Bon. L'autre solution, c'est de se faire tuer à la guerre. Jean Bart, par exemple, devient chevalier pour la suite de ses exploits maritimes. Hein. Et autrement, donc, je vous dis, on achète des charges. Et puis, la troisième chose, c'est d'épouser la fille d'un noble, désargenté.
Donc c'est avec la dot. Donc pour les filles, c'est pareil. Donc par vos filles, vous vous anoblissez. Et donc voilà pourquoi tous nos raffineurs ont tous acheté des terres en Beauce. À une distance plus ou moins loin. Et en 1815, quand ils ont vu que ça rapportait plus beaucoup, ils sont restés. Et c'est d'ailleurs, alors après, on va être très clair, hein, de 1815 à 1850, Orléans, c'est mort, il n'y a plus de dynamisme, il n'y a plus de machin, donc le dynamisme va revenir avec un début de révolution industrielle. Mais le grand moteur d'Orléans, c'est la fin du 19e siècle, avec, comme vous le savez, le retour de l'automobile, Orléans devient capitale de l'automobile. Le rival de Rolls-Royce, il est à Orléans, hein, de Logère, etc. Donc, bon, c'est le moteur. Vous voyez, on a une sorte de trou, quoi. Après les guerres de oui, c'est entre le Second Empire et les guerres de 70 qu'on se remet à avoir du dynamisme à Orléans. Autrement, quand on a des sous, on achète des terres, puis autrement, on achète aussi des terres en Sologne. Donc, voilà. Donc effectivement, on a un détournement d'investissement et une perte de dynamisme. Le dynamisme était chez les armateurs au XVIIIe, et il ne l'est plus chez les beaucerons du XIXe siècle. Rassurez-vous, mes cousins sont beaucerons. Je ne sais pas s'il y aura un vitron, mais bon. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question au fond là-bas. Oui, bonsoir. Je ne sais pas, peut-être bien sûr, je voulais savoir le lien entre les mariniers sur la Loire et leur bateau, et à partir de quand ça a été pris en main par des armateurs plus importants, ou est-ce qu'il y avait des mariniers indépendants? On a quelques mariniers, mais dans les mariniers, on a deux castes. Hein. Comme à bord des navires de commerce, hein, il y a le capitaine et puis il y a les autres, hein, ou le capitaine des officiers et les autres. Sur la navigation sur la Loire, vous avez le gars qui a un train de bateau, qui est voiturier, qui a plusieurs bateaux, et c'est lui qui les a. Et il est à la fois voiturier, mais aussi commerçant. Il est déjà inclus dans le commerce. Et puis, il y a ceux qui ont un seul bateau et qui peuvent descendre avec une sapine ou qui peuvent utiliser une toux cabanée, etc. Mais oui, en fait, on a bien plusieurs hiérarchies de types de bateaux. Alors, si vous voulez savoir tout sur cette hiérarchie, je vous incite à lire les livres de ma grande amie, Madame de Persson, qui a étudié particulièrement ça, parce qu'on n'a pas ça dans les archives d'Orléans qu'on brûlait. Donc, elle a pu mettre en évidence toute cette organisation des bateliers, etc., en travaillant sur les archives de Blois.